Les résultats sont tombés hier dans la soirée. Emmanuel Macron et Marine Le Pen accèdent tous les deux au second tour de l'élection présidentielle. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour. Vous êtes le président du cabinet d'études ELAB. Alors les deux principaux partis politiques français, droite et gauche, Parti socialiste et les Républicains, ont été évincés dès le premier tour. Peut-on parler d'une gueule de bois ? Oui, on peut, mais plus largement, j'allais dire, c'est le scrutin de toutes les premières fois. C'est la première fois, vous avez raison, que les deux grands partis qui ont façonné la Ve République telle qu'on l'a connue, le Parti socialiste, le parti de droite héritier du gaullisme, sont tous les deux absents du second tour. C'est la première fois que la droite, la gauche avait déjà connu ça en 2002, c'est la première fois que la droite est éliminée du second tour sous la Ve République. C'est la première fois que le Front National passe la barre des 20% au premier tour de la présidentielle et réunit plus de 7 millions d'électeurs. C'est la première fois depuis l'exception particulière de 1969 qu'un candidat qui a fait campagne au centre se retrouve au second tour. Et pour le même candidat, c'est la première fois qu'un candidat qui a moins de 40 ans sera présent au second tour. Donc à campagne atypique, résultat totalement atypique et inattendu. Donc on l'aura compris, votre expression, votre analyse, c'est la première fois, je vous cite. Et peut-on dire aussi, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que c'est la première fois que les deux grands partis historiques ont des positionnements politiques qui ne correspondent peut-être plus au clivage qui existe chez les électeurs, c'est-à-dire un clivage droite-gauche, là où chez les électeurs, c'est peut-être progressiste-conservateur ou Europe, pas Europe. C'est vrai ou c'est pas le cas ? Je vous rejoins sur un point. Il y a incontestablement, et on l'observe depuis plusieurs années sur différents sujets, un effritement du clivage droite-gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de jugement de droite ou de gauche sur certains sujets. Ça pèse toujours. Ça pèse toujours. Je prends un exemple sur les 35 heures. Il y a un vrai clivage droite-gauche sur le sujet. Mais pour beaucoup d'électeurs, ce n'est pas en fonction de ce clivage qu'ils vont structurer leur vote. Ça, c'est une vraie différence. Deuxième enseignement, ces deux grands partis qui ont tous les deux mis en place une primaire qui dans les deux cas, plus pour la droite cette fois-ci que pour la gauche, pour le Parti socialiste, a été réussie en termes de mobilisation, eh bien, ont eu du mal finalement à sortir de cette primaire. Les deux partis, LR et Parti socialiste, se sont enfermés dans cette primaire. Ils n'ont pas réussi à la dépasser et le corps électoral, qui pourtant était numériquement très important, n'était finalement pas si représentatif que ça de l'ensemble de l'électorat. On le voit bien, l'électorat de François Fillon hier soir, c'est un électorat qui est très proche de celui de la primaire, un électorat d'abord centré sur les retraités et qui a eu peu d'éléments de conquête, par exemple auprès des actifs, où la droite se retrouve ce matin avec un score très faible. Et alors, d'où ma question. Justement, il y a eu ces primaires qui ont monopolisé l'attention des mois durant, avant même que commence vraiment la campagne officielle. Et on voit bien, effectivement, ils ont eu du mal à sortir de cet électorat de la primaire. Est-ce que ça veut dire que quand on voit Emmanuel Macron qui est un candidat avec son mouvement En Marche, mais une candidature hors parti, ou même Jean-Luc Mélenchon, qui sur la gauche a su capter 19% des voix, selon les derniers comptages, contre 6 pour le Parti socialiste de Benoît Hamon, est-ce que ça veut dire que c'est la victoire des outsiders ? En tout cas, c'est le rejet du système partisan tel qu'on l'a connu, le système partisan comme élément de réponse à la sortie des difficultés du pays. Beaucoup de Français se sont dit, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, et le vote d'hier, il est également un vote sanction contre les deux quinquennats précédents. Donc il y a plusieurs dimensions, un vote anti-partisan, quelque part un vote anti-système, et puis par contre, il y a dans le choix de Marine Le Pen ou dans le choix d'Emmanuel Macron des discriminants qui sont différents. On le voit dans un sondage que nous avons réalisé le jour du vote, qui explique un peu les raisons du choix. Le vote pour Marine Le Pen est beaucoup plus ancré sur son programme. Le vote pour Emmanuel Macron, parmi les électeurs qui ont choisi le président d'En Marche, est plus équilibré entre le programme et la personnalité. Je vous pose quand même une question un peu brute, mais quand on voit les résultats des deux principaux partis, est-ce que c'est aussi l'échec des primaires ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je pense que, d'abord, ma conviction, c'est qu'on ne reviendra pas sur le système de primaires. Donc elles sont confirmées, ces primaires, 4 millions d'électeurs pour la droite, près de 2 millions pour la gauche. Ce sera très compliqué de dire aux électeurs, cette fois-ci, vous n'allez pas choisir, on va se réunir dans un sous-sol à l'Assemblée nationale et on va choisir pour vous. Mais il y a quelques minutes, vous m'expliquiez justement que ça n'a pas permis de créer un électorat plus large pour une présidentielle. Je pense que l'enjeu, c'est de ne pas être enfermé dans la primaire. Donc, si vous voulez, l'enjeu, c'est plutôt de réussir à sortir de la primaire. En termes de communication, c'est tout l'enjeu de la sortie de la campagne de la primaire. Ce qu'avait, par exemple, assez bien réussi François Hollande sur une équation assez différente. Lui avait réussi à élargir son socle de la primaire. Revenir sur la primaire, malgré tous ces échecs, il y a beaucoup d'enseignements évidemment que les partis vont en tirer, mais revenir sur la primaire alors qu'il y a une envie de participation, une envie d'implication, ça me semble quand même assez difficile. Je résume, des primaires réussies, mais des sorties de primaires compliquées, voire en échec. Exactement, des primaires qui ne doivent pas être, pour ces partis, vécues comme un enfermement sur un socle électoral qui serait trop restreint et trop décalé par rapport à l'ensemble du corps électoral. Bon, alors chez les Républicains, il y a eu bien sûr le facteur des affaires qui ont pesé sur le vote, mais si on s'intéresse au Parti socialiste, Manuel Valls, ce matin, il y a quelques minutes ou heures, sur France Inter, parle au sujet du Parti socialiste, je le cite, de la fin d'une histoire. Même si on ne va pas faire de politique fiction, est-ce que c'est la fin du PS ? En tout cas, c'est vrai que quand on prend le quinquennat de François Hollande, on voit que le Parti socialiste aura perdu l'ensemble des élections les unes après les autres. Il aura, en quelque sorte, tiré un trait sur 20 ans de conquête territoriale. Il a perdu les départements, il a reculé dans beaucoup de régions, il a perdu énormément de municipalités. Et hier, le président sortant, pour la première fois au terme d'un premier mandat, ne s'est pas représenté. Et malgré tout, même si Benoît Hamon était un frondeur, ce qui explique aussi l'échec du Parti socialiste, c'est la sanction du quinquennat de François Hollande. Rappelons que François Hollande a été durablement le président le plus impopulaire de la Ve République. Le fait qu'il n'ait pas été engagé dans cette campagne ne peut pas quand même dire en termes d'analyse politique, je ne porte pas de jugement, mais en termes d'analyse politique, évidemment, c'est aussi quelque part un vote sanction contre François Hollande. Allez, on va revenir sur le leader de ce premier tour, donc Emmanuel Macron. Il y a quelques mois, les Échos titraient en couverture, en une, comme on dit, du journal, le pari. Peut-on dire qu'en arrivant en tête, c'est déjà un pari réussi? Incontestablement, c'est un pari que l'on n'a jamais, qui n'a jamais été couronné de succès sous la Ve République. Il y avait eu pourtant des tentatives, mais jamais un personnage politique n'a fait irruption en 2 ans à peu près, sans appareil politique classique, pour se hisser en haut dans les sondages jusqu'il y a quelques heures et en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Mais est-ce que c'est une vraie réussite ou c'est aussi un concours de circonstances, c'est-à-dire un candidat du Parti socialiste qui est plus à gauche que d'habitude, une droite qui est plombée par les affaires? Est-ce qu'il y a les deux? Vous savez, dans la politique, il y a évidemment un peu de chance. Et puis, vous avez raison de souligner que même si Emmanuel Macron arrive en tête, il ne faut pas non plus amplifier ce phénomène. C'est une surprise par rapport à l'histoire politique de notre pays, mais ce n'est pas non plus l'élan qu'a connu Nicolas Sarkozy en 2007. Ce n'est pas comparable. Ah non, ce n'est pas comparable. Nicolas Sarkozy réalise 31% des voix en 2007, ce qui lui donne un élan très important pour réformer. François Hollande, en 2012, réalise plus de 28% des suffrages. Et il y a quelques jours, j'avais dit dans une interview aux Échos, le risque, c'est d'avoir un président sans élan. Eh bien, il faut noter qu'aucun des 2 candidats finalistes ne passe la barre des 25%. C'est très important parce que le résultat du premier tour, c'est le résultat où les électeurs vous choisissent. Au second tour, vous savez, vous connaissez la formule, au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Et là, il y a déjà quelque chose que l'on peut projeter au second tour. Dans ces électeurs du deuxième tour, le vainqueur, quel qu'il soit, aura plus d'électeurs qui l'auront rejoint au second tour que ceux qui l'auront choisi au premier tour. Et donc cette majorité ne sera pas autour de lui simplement une majorité d'adhésion, un élan. Il y aura aussi beaucoup de votes
contre l'adversaire qui aura été éliminé. Emmanuel Macron, un candidat en marche, mais sans élan, si j'en crois votre analyse. Pour le deuxième tour, vous avez commencé à en parler. Doit-on dire aujourd'hui, et on va être prudent bien entendu, que les jeux sont pliés d'avance? Je pose la question parce qu'il y a eu la surprise du Brexit, il y a eu la surprise de Donald Trump, personne ne les avait vus venir. Que aujourd'hui penser pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle française? Non, on ne peut pas dire que le second tour soit joué. D'abord parce que, nous le disons depuis quelques minutes, c'est un second tour atypique, que l'on n'a jamais connu, en France. Deuxièmement, les sondages, même s'ils ont été fiables pour ce premier tour, évidemment, les cartes sont rebattues depuis hier 20h. Les Français ont une photographie des deux finalistes que peut-être même ils n'imaginaient pas. Et puis, il y a deux lectures qui vont s'opposer. Si vous avez une lecture politique du second tour, si vous voyez les appels des différentes personnalités de droite, vous vous dites évidemment sur l'équation politique, Emmanuel Macron est le favori du second tour. Mais si vous regardez la sociologie de l'électorat, par exemple sur le clivage européen, sur le clivage mondialisation, gagnant de la mondialisation contre perdant de la mondialisation, et bien à ce moment-là, vous voyez que les choses sont beaucoup plus équilibrées. Par exemple, il y a aujourd'hui plus d'un Français sur deux qui considère que la mondialisation est une menace pour lui et pour l'emploi. Si ces électeurs se retrouvent au second tour autour de Marine Le Pen, alors elle pourra faire un score meilleur qu'annoncé. Il y a quand même une barrière pour Marine Le Pen qui est, et c'est pour ça que la question européenne sera une des questions centrales de ce second tour, qui est la question de la sortie de l'euro. On sait, même si les Français sont devenus assez sceptiques sur la question européenne, ils sont très partagés, c'est un sondage récent que nous avions fait pour les Échos et l'Institut Montaigne, en tout cas ils ne sont que 30% à vouloir la sortie de l'euro. On sait que, notamment dans l'électorat le plus âgé, qui représente grosso modo 30% de l'électorat, c'est un déterminant du vote très important. Autre sujet, donc, et on se projette toujours dans la suite de la campagne, il y a le deuxième tour, dans 2 semaines. Je voudrais parler un petit peu du troisième tour, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire les législatives. Emmanuel Macron a fait plus de 23%, mais moins de 25%, comme vous l'avez souligné. Dans son discours hier, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, il utilise souvent le mot « mes amis, mes amis, mes amis » quand il parle à la foule de supporters qui est rassemblée devant lui. Est-ce que ces 23%, c'est un socle suffisamment important et solide de fans, de supporters, ou est-ce que c'est encore fragile pour avoir une majorité parlementaire et donc gouverner, appliquer ces réformes? Bien, le résultat est fragile. En plus, on l'a dit, même si Emmanuel Macron est le favori du second tour, le second tour n'a pas encore eu lieu. D'abord, effectivement, ce résultat, même si c'est encore une fois un succès pour Emmanuel Macron, il est fragile pour déclencher un élan de premier tour. Mais surtout, aux législatives, on le sait, il y a, même s'il y a une vague qui peut survenir au lendemain d'une élection présidentielle, il y a un effet majorité présidentielle. On aime bien quand même avoir des candidats que l'on connaît, qui sont implantés. Alors, ce sera une des inconnues de ces législatives. Est-ce que les électeurs vont appliquer aux élections législatives le changement qu'ils ont également appliqué aux élections présidentielles en amenant au second tour 2 candidats qui incarnent d'une manière différente une forme de renouvellement. Marine Le Pen, c'est le ni droite ni gauche. Emmanuel Macron, c'est le et droite et gauche. Est-ce qu'ils vont vouloir faire la même chose aux législatives ou est-ce qu'ils vont vouloir finalement rééquilibrer les choses? C'est encore trop tôt pour le dire. En revanche, je pense que pour la droite, ce sera quand même compliqué, ces législatives, même si évidemment il y a beaucoup de sortants qui sont très bien implantés, parce qu'il y a une partie de l'électorat de droite qui est en colère après ce qui s'est passé, après cette élimination de son camp, encore une fois, la première fois sous la Ve République, et qui voudra peut-être, soit dans l'abstention, soit dans d'autres votes, sanctionner ces responsables et les responsables du parti de la droite. Donc une très forte incertitude sur le fait que ça puisse se reporter en succès ou pas pour les partis dans les législatives. Oui, il peut y avoir un coup d'accélérateur pour En Marche, mais En Marche, ne l'oublions pas, sur des législatives, ne part d'absolument rien. Quelques députés, quelques investitures. On va voir, est-ce que En Marche va distribuer aussi des investitures à des sortants qui viennent soit du Parti Socialiste, soit du centre? Voilà, tout ça, il va falloir l'observer. Comme il va falloir observer ce qui se passe entre les 2 tours, est-ce qu'il y a un début de recomposition politique? Est-ce qu'il y a un certain nombre de personnalités qui ne sont pas issues d'En Marche, qui sont prêtes à rejoindre
En Marche, si toutefois En Marche l'emportait au second tour. Allez, Bernard Sananès, dernier sujet. Je suis tombé sur un tweet ce matin du ministère de l'Intérieur. La place Beauvau a publié une carte qui n'est pas très originale. Elle sort à chaque scrutin. C'est les résultats par département, la carte de France et quel candidat arrive leader dans tel ou tel département. Que nous révèle cette carte? Je l'ai trouvée intéressante. Que nous révèle-t-elle? Eh bien, il y a au moins 2 grandes fractures territoriales. La première, celle que l'on voit sur la carte que vous avez devant vous, c'est entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, notamment, pour faire simple. Effectivement, une région Île-de-France qui a voté plus nettement pour Emmanuel Macron, une façade atlantique également, où la crise est moins difficile, où on est moins exposé à l'immigration, l'Ouest, le Sud-Ouest. On le retrouve aussi un petit peu en Rhône-Alpes, région dynamique économiquement, où on a plutôt voté Emmanuel Macron. Et puis, le quart nord-est, le pourtour méditerranéen, où là, on a beaucoup plus voté et mis devant Marine Le Pen. Ça, c'est la première facture, celle que l'on voit sur la carte. Et puis, quand on regarde dans les résultats, il y a aussi des vraies différences entre les agglomérations, notamment les très grandes agglomérations, qui ont mis souvent Emmanuel Macron en tête, parfois dans les grandes agglomérations de gauche. À Montpellier, c'est intéressant, Jean-Luc Mélenchon. À Toulouse aussi, Jean-Luc Mélenchon fait des très gros scores, mais un vote urbain qui est très différent du vote rural ou du vote des petites communes. Je vais vous prendre un seul exemple. Dans le département du Loiret, Marine Le Pen et Emmanuel Macron font à peu près jeu égal sur l'ensemble du département. Quand on regarde la ville d'Orléans, la ville préfecture, Emmanuel Macron, 29%, Marine Le Pen, 12%. Et puis on va à quelques kilomètres de là, à Courtenay, près de Montargis. Bien là, ville de 4000 habitants. Marine Le Pen, 34%. Emmanuel Macron, 16%. Résultat inversé. Donc on le voit bien, il y a bien 2 France. La fracture territoriale, elle est extrêmement importante. Elle se retrouve aussi dans la sociologie. On le sait, Marine Le Pen a réussi à s'adresser à ceux qu'elle a qualifiés des oubliés, aux zones rurales, aux zones périurbaines notamment. Et c'est justement sur ce point que je voulais terminer cette interview. Il y a cette cartographie territoriale des votes. Depuis des mois, on entend parler, et ça a été l'un des grands sujets et l'un des grands thèmes presque repris par tous les candidats, c'est système contre anti-système, élite contre ceux qui ne sont pas des élites, etc. Que nous dit cette carte territoriale sur ces arguments qui ont été avancés par tous les candidats? Eh bien, on retrouve ces débats-là dans cette double fracture, celle qu'on voit sur la carte encore une fois et celle qu'on ne voit pas. On voit bien qu'il y a, j'allais dire, 2 France. Une France qui est prête à la bataille dans la mondialisation, qui ne voit pas ça évidemment comme un chemin bordé de roses, mais qui pense que la France a des atouts. Et puis il y a une partie de la France qui vit ça dans la peur du déclassement du pays, la peur du déclassement individuel, la précarisation. Et c'est ce vote qui s'est exprimé pour Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron veut l'emporter, il devra sortir simplement du sentiment que l'on a parfois qu'il s'adresse d'abord et avant tout à la France qui va bien ou à la France qui va le moins mal, et trouver aussi les mots, les réponses pour la France qui souffre, parce que la France qui souffre, elle est majoritaire aujourd'hui dans le pays. Merci Bernard Sananès. Je rappelle, vous êtes président du cabinet d'études ELAB.